Bon, Camille, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Du coup, en 2022, tu étais chez Upcyclea et vous nous avez confié la refonte complète de la marque, du coup, du positionnement à identité visuelle. Est-ce que tu peux me raconter Upcyclea, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui coinçait à ce moment-là? Oui, alors Upcyclea, en fait, c'est une société qui s'occupe de calculer le scope 3 des composants du bâtiment. Donc, en fait, ce que tu peux avoir quand tu mets une plaque de plâtre dans ton bâtiment ou savoir ton étagère, calculer vraiment tout le scope 3, c'est-à-dire comment elle a été fabriquée, mais aussi comment elle a été, enfin, les kilomètres qu'elle a pris, le CO2 qu'elle a généré sur son transport. Et du coup, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu sur la gestion du patrimoine. C'est pas des choses qui faisaient encore beaucoup. C'est un petit peu mieux aujourd'hui. C'est des questions qui sont un peu plus dans l'air du temps, mais à l'époque, c'était quand même assez nouveau. Et donc, la plateforme aide les grands gestionnaires de patrimoine à calculer ce scope 3 sur ce qu'ils ont à l'intérieur de leur patrimoine. Et c'était un sujet qui était un petit peu flou et on avait un site internet qui avait été construit un peu de brique après brique, au fur et à mesure que la société s'était développée. Ça faisait 10 ans qu'elle existait, mais finalement c'était pas très clair. Pour la petite anecdote, moi quand je suis arrivée pour mon entretien et que j'ai cherché sur le site internet, en fait j'ai pas bien compris ce que faisait la société et je me suis même trompée lors de mon entretien. En fait, ça montre que c'était pas vraiment clair. Et donc, on a fait appel à Bitrou pour se poser, prendre du recul sur la marque, savoir qui on était aujourd'hui, à qui on voulait s'adresser et sur quoi on voulait communiquer, quelles étaient nos valeurs, quels étaient les points saillants qui nous différenciaient des autres et comment concevoir le message pour qu'il soit bien compris. Ok. Donc, merci pour la présentation. Est-ce que tu te souviens pourquoi vous nous aviez choisi? Écoute, j'ai pas énormément, je me rappelle pas énormément, je me souviens même pas forcément. Je sais qu'on avait fait appel à plusieurs agences, mais j'ai pas de. Je pense que vous étiez là. Si, je me souviens, vous étiez surtout toi en particulier, tu avais de l'expérience sur des sociétés qui étaient, comment dire, qui avaient un petit peu de rapport avec Epsiclia sur notamment sur l'immobilier. Et c'est cette expérience-là qu'on a privilégiée. Puis, de manière générale, on a aussi, je pense, eu un bon contact. C'était assez agréable de travailler avec vous. Donc, les prix étaient dans la fourchette, vraiment pas de grosse différence, peut-être même un petit peu moins cher que ce que faisaient les autres agences. Donc, en fait, assez naturellement, on s'est tourné vers Bitrou. Oui, c'est vrai que je me souviens, j'avais dû vous parler de Cycle Up, du coup, Oui, c'est proche en termes de avec qui on avait travaillé effectivement, qui est une plateforme de réemploi. Donc je pense que c'était là effectivement le lien. Ça avait permis d'ailleurs de poser des questions sur en quoi vous vous différenciez, effectivement de cette plateforme de réemploi parce que même si Akila pouvait être catalogué dans la plateforme de réemploi, je me souviens. ouais, parce qu'en fait, c'est un marché qui était très mouvant. En fait, il y avait beaucoup comment dire, d'acteurs qui se concentraient, des gens qui pivotaient. Et donc, du coup, tout le monde était un peu à regarder les autres, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, comment on se positionne, qui fait quoi, comment on se réadapte. C'est très lié aussi par rapport au marché et à comment dire, à la législation. Il y a eu plein de nouvelles lois qui sont passées, qui ont vraiment modifié les besoins des entreprises. Et donc, c'était important de trouver le bon positionnement et de voir par rapport aux autres comment on fait pour se différencier, parce que c'était un petit peu le bazar pour tout le monde. Complètement. Et d'ailleurs, le travail sur la plateforme de marque, du coup, il vous a amené à vous interroger sur les valeurs et les objectifs et comment ça a été vécu en interne, ce processus? Alors, je pense que c'est un processus qui est jamais facile parce qu'on a toujours l'impression qu'on sait et que, bah oui, il y a ci, il y a ça, il y a ça, puis attends, je t'ai pas dit ça, il y a ça encore, et puis, sauf qu'en fait, ça marche pas pour communiquer. Pour communiquer, il faut des lignes qui sont claires, il faut des choix, et il faut tailler dans le gras pour vraiment faire des choses qui sont très, très claires pour la cible. Et c'est une grosse introspection
Faut vraiment prendre un pas de côté. Je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour justement pour prendre du recul. C'est pas facile d'être à la fois dedans au quotidien et puis de savoir ce qu'il faut mettre en avant pour communiquer. Et nous, je sais qu'en fait, on avait beaucoup de monde qui avait été sollicité sur le projet pour donner son avis, peut-être un petit peu trop. Et on a eu beaucoup de discussions. D'ailleurs, on avait dépassé un peu le nombre de réunions. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait un petit peu rallongé le budget, mais c'était. La partie identité visuelle, je me souviens, on va en parler juste après. Ouais, parce qu'en fait, finalement, quand il y a trop de monde sur le projet, tout le monde donne un peu son avis et finalement, je pense que c'est quand même plutôt les fondateurs qui doivent vraiment porter la marque et leur vision. Et ça nous a aidé à progresser sur notre vision, mais peut-être qu'à l'époque, tu vois, on était encore presque un petit peu jeune pour avoir une vision finale. On était encore, tu vois, à tester des offres, à itérer. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils refassent encore une plateforme de marque ou faire évoluer la plateforme. Mais en tout cas, sur le coup, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est vrai que ça vous fait pas mal évoluer. Et sur la partie identité visuelle, je me souviens qu'il y avait eu un vrai débat justement sur est-ce qu'on fait évoluer dans le cadre d'un rebranding, soit on repart à zéro, on fait un changement complet, soit on fait juste évoluer un petit peu. Le but, c'était de vous accompagner cet équilibre-là entre les deux. Et je me souviens qu'il y avait eu pas mal de débats entre juste évoluer ou changer radicalement de symbole. Et comment vous aviez finalement tranché en interne? Est-ce que tu t'en souviens? Déjà, je pense que la question, elle est un peu la même pour tout le monde. Dans toutes les équipes, dans toutes les sociétés, c'est toujours le sujet. On veut changer, mais on veut changer à quel point, dans quelle modalité, est-ce que c'est une grosse rupture ou pas. En fait, il me semble me souvenir qu'on s'était aperçu que les logos qui faisaient l'unanimité étaient quand même ceux qui étaient les plus proches de notre identité d'avant. Alors, il y avait plein de choses à faire évoluer, mais on avait quand même cette idée de rester sur les fondamentaux. Et on n'avait pas eu de proposition qui nous avait fait dire ah bah ça c'est super, on oublie tout ce qu'il y a derrière et on est tous d'accord pour celui-là. Il y avait des propositions qui étaient intéressantes, qui ont eu l'adhésion de certains des collaborateurs, mais il n'y a pas eu une adhésion globale de la part de tout le monde. Et c'était plutôt sur les logos qui étaient un petit peu plus conservateurs qu'il y avait un peu plus de consensus. Ouais, c'est vrai qu'on était plus. Je pense que vous aviez besoin dans le processus de voir autre chose. C'est ça qu'on avait poussé cet symbole de l'arme un peu plus loin pour finalement dire on avait besoin de voir. Vous avez fait ce retour-là, on avait besoin de voir un peu de nouveau pour dire finalement, ok, ce qu'on veut vraiment, c'est un peu plus de faire évoluer, de moderniser sans pour autant tout jeter. Tu sais, des fois, voir ce que tu n'as pas envie. Il faut que tu vois ce que tu n'as pas envie de voir pour savoir que tu n'en as pas envie. Là, je pense qu'on était exactement dans ce cas-là. Et si on parle à la fin, on va dire là, parce que l'identité visuelle, c'était vraiment la fin du processus en fait, de rebranding, la fin de la collaboration. Et je me souviens, tu nous avais fait un témoignage écrit qui était, tu nous avais raconté notamment le lien avec le ROI, si on peut dire ça, commercial, où finalement toute la plateforme de marque et le travail de discours avait permis d'avoir plus de leads et que ceux-ci étaient plus qualifiés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, et en fait, alors c'était lié à la plateforme de marque, mais c'était un peu global sur le fait de nous interroger sur notre marque. Ça nous a permis de vraiment proposer un site internet qui était plus clair en termes de structure. Et de développer le SEO pour vraiment. En fait, on avait un peu mieux compris nos clients
et on proposait du contenu qui répondait mieux à ce qu'ils cherchaient. Et donc, on avait du coup, avec le SEO, eu plus de leads. Et quand ils arrivaient en entretien, ils étaient plus qualifiés, ils avaient bien compris ce qu'on faisait. Et donc, c'était moins, tu vois, des gens qui passaient là par hasard et parce qu'il y avait de la lumière et ils voulaient savoir ce qu'on faisait. En fait, ils arrivaient, ils avaient bien compris et ils avaient une question ou ils avaient un besoin. Et donc, par rapport à tout ça, si tu devais t'adresser à une boîte B2B, qu'elle soit tech ou pas, qui hésite aujourd'hui à investir dans son branding, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? En fait, on a toujours l'impression que les hacks, ça va être bien. Moi, je suis growth manager depuis longtemps. Et en fait, là, on s'aperçoit depuis quelques années que le branding, c'est la seule valeur qui grossit au fil du temps et qui s'arrête pas le jour où tu arrêtes de mettre 1 euro en ads ou de faire des petites campagnes ou faire des hacks. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment un investissement qui se mesure sur la durée. C'est pas toujours facile à mesurer en termes de ROI, mais c'est pas pour ça que ça marche pas. Pardon. Et il faut pas se dire non mais en fait j'ai pas besoin du branding, ça sert à rien parce que je peux pas le mesurer. Il faut vraiment voir la globalité de la marque et de plus en plus on s'aperçoit que le branding c'est vraiment capital. Bon, merci pour cet argumentaire. Aujourd'hui, si on parle un peu de ton parcours, donc on a parlé de 2022 chez Upcyclea, mais aujourd'hui, tu as une nouvelle aventure. Et tu passes quelque part un peu de l'autre côté avec un projet de création de marque. Qu'est-ce que ça change un peu dans ton rapport à la marque quand c'est la tienne finalement? C'est très drôle parce que on est effectivement le fait de changer de rôle, on a l'impression, je sais que je sais le faire, mais parce que je l'ai fait pour d'autres, mais quand on est à l'intérieur, quand on est dans le siège du conducteur, c'est quand même beaucoup plus compliqué de prendre du recul, surtout qu'aujourd'hui, moi, je suis solopreneur, donc en fait, c'est moi qui prends toutes les décisions, et donc ce pas de côté qui est nécessaire pour bien comprendre et pour bien communiquer et pour faire les choix nécessaires pour éviter d'empiler des arguments ou en fait qui vont pas forcément parler aux gens parce qu'il y a à boire et à manger. C'est quand même assez confortable d'avoir quelqu'un justement pour challenger, pour discuter, pour prendre du recul et pour dire en fait là, tu dis ça, mais en fait, ce qui va marcher, c'est ça et ça. Et le reste, on s'en débarrasse. Ce qui est difficile à faire quand c'est ton bébé, quand c'est ta marque, quand c'est ton produit. Tu as toujours envie de tout montrer et de montrer que c'est le meilleur du monde et que c'est bien d'avoir quelqu'un, en fait, pour prendre du recul là-dessus. Et si tu nous présentes à la limite en 2 lignes quelque part, enfin deux phrases, ce que c'est ton projet, parce qu'en fait c'est assez différent de tes anciennes expériences, enfin du moins l'expérience Upcyclea. Si tu nous en dis un peu plus en 2 phrases et que tu nous dis après ce que tu appliques finalement de tes expériences passées pour ce projet-là. En fait, Yumigo, c'est une application mobile qui aide les personnes à gagner du temps sur la préparation des repas, notamment en fait en organisant et en ayant une sorte de cerveau dans l'application qui va reproduire toutes les petites choses qu'on fait au quotidien sans forcément y penser, mais qui prennent vraiment beaucoup de charge mentale. Et donc l'idée, c'est de pouvoir importer tes propres recettes de TikTok, d'Instagram. Et après, en fait, le moteur s'arrange pour les organiser. Et pour te faire ta liste de courses et pour te faire le meilleur menu en fonction de tes contraintes. Notamment, par exemple, si le mercredi, tu rentres tard du foot avec les enfants et que tu n'as pas beaucoup de temps pour cuisiner, et ben, on va te mettre une recette qui est facile. Alors que finalement, si le vendredi soir, c'est un peu plus chill et que tu as plus de temps, ça va être une recette qui va être qui peut être plus élaborée. Et tu as aussi des possibilités de gérer tes restes
pour te dire si le mardi, tu fais une part de plus et que le mercredi en télétravail, comme ça, tu auras déjà ton repas. Ou si c'est encore en développement, mais je suis en train de faire des règles pour optimiser et vraiment gagner du temps. Mais ça, c'est encore un peu confidentiel, donc on en parlera un peu plus tard. Ok, gardons les choses confidentielles pour ce qui ne sera pas diffusé. Est-ce qu'il y a des choses des règles que tu dis que tu vas suivre ou au contraire que tu refuses d'appliquer pour Yumigo dans justement cette nouvelle construction de marque? En fait, la question est un peu mal posée dans le sens où Peut-être. quand tu es solo et quand tu démarres ta marque, il n'y a pas de règle. Tu prends ta machette et tu essayes de débroussailler tous les sujets. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être au jour le jour et d'essayer d'avancer dans le bon sens. Mais en termes de règles, j'ai pas encore vraiment de process. J'essaie de mettre un pied devant l'autre et puis voir où ça nous amène. Et on va dire que l'exercice de la plateforme de marque ou de la méthode autour du branding, est-ce qu'il y avait des choses, des méthodes que tu avais appliquées, que tu connaissais déjà ou... Pour l'instant, c'est pas un sujet que j'ai énormément exploré. C'est plutôt des choses qui se sont faites un peu, tu vois, au fur et à mesure des développements, un peu du graphisme, où finalement tu vois apparaître une marque. Mais c'est un peu vraiment petit à petit, tu vois. Là, je suis en train de construire des personnages, je suis en train d'essayer de leur construire une identité, une histoire. Mais je te dis, c'est vraiment petit à petit et un pied après l'autre. Et puis, je pense que peut-être qu'à la fin, il faudra que justement j'en discute avec quelqu'un à l'extérieur pour corriger le tir. Parce qu'une fois que tu as une pyramide avec plein de choses peut-être réorganiser un peu toutes les idées, dire qu'est-ce que de l'ordre de l'application, qu'est-ce que de l'ordre de la marque, où se trouvent les discours et dans quel sens. C'est ça, exactement, faire un petit peu de tri à la fin. Mais là, pour l'instant, il y a à construire, pas encore à faire de tri. Ok. Et on va dire, est-ce qu'il y a une question qui te semble aujourd'hui le plus difficile à trancher seule, où tu aurais besoin de te faire accompagner? Je pense que c'est peut-être sur le positionnement. Parce que tu vois, aujourd'hui, tout le monde mange, tout le monde cuisine. Donc, potentiellement, tout le monde peut avoir besoin de mon app. Mais je sais qu'il faut quand même faire des choix sans, tu vois, se couper sur d'autres cibles. Donc, pour moi, le sujet, c'est vraiment de trouver les cibles prioritaires avec les axes de com prioritaires. Parce que tu vas pas parler de la même manière à une maman qui a 40 ans et 3 enfants et un jeune de 20 ans qui va à la salle de sport le midi et qui va manger complètement différemment. Ils vont pas être sensibles aux mêmes arguments. Donc aujourd'hui, tu vois, j'ai une liste d'arguments et de choses qui peuvent parler aux gens, mais j'ai pas encore, tu vois, bien trié en disant, bah voilà, mes cibles prioritaires, c'est ça, ça, et puis peut-être même qu'il n'en faudrait qu'une. C'est une vraie question. Et puis après, comment je leur parle et qu'est-ce que je leur dis. Ouais, donc quelque part, par rapport à là où tu en es, il y aurait peut-être un enjeu, effectivement, comme tu dis, de positionnement, de savoir ce que dit la marque, la vision de la marque autour, qui après se déclinerait en fonction de tes personas, mais d'avoir ce chapeau autour qui te fait ta ligne directrice. Exactement. Et puis, comme tu vois, je suis en train de développer encore et ajouter un peu des features. Et puis, je me positionne aussi par rapport à des concurrents. Là, j'ai des concurrents qui se lancent un peu sur le même créneau, donc voir ce que je peux proposer un peu différemment. Donc, l'idée, c'est de trouver, voilà, d'avoir cet ensemble, ce gros nuage, comment on fait pour que ça devienne un petit peu moins flou et qu'on arrive avec une ligne directrice à suivre et un peu plus claire. Ok. Bon, bah, ça sera peut-être effectivement un sujet de nos prochaines discussions, en tout cas. Avec plaisir. Ok. Bon, je te remercie Camille pour tout ce retour. Est-ce que tu veux ajouter un peu quelque chose dans ce témoignage qui concerne ton parcours ou l'expérience d'Upcycléa qui puisse intéresser en fait les gens avec qui se poseraient des questions sur le fait de travailler avec nous?
Écoute, moi, ce dont je me souviens de nos collaborations, c'est que c'était quand même très fluide. Ça n'a pas toujours été le cas avec des prestataires avec lesquels j'ai bossé. Et je me souviens que ça s'est quand même bien passé. C'était agréable de bosser avec vous, tous les membres de votre équipe. C'était quand on avait une réunion, c'était clair, c'était bien posé. Les livrables étaient là. On passait un bon moment, donc c'est pas si anodin. C'était voilà, je voulais souligner. Ok, bon, bah, je te remercie pour ce point-là. C'est très agréable à entendre et j'espère que ce message sera entendu par d'autres personnes. Bon, bah, je te remercie Camille, merci pour ce témoignage-là, puis à très vite pour de nouvelles aventures et pour ton aventure personnelle.